Braves gens, bonsoir. Nous sommes le 28 janvier 2024. Je sais pas, je dis ça pour l'ardif. Parce que je le faisais pas avant, donc d'un coup, maintenant on va le faire. D'accord ? Nous sommes le 28 janvier 2024. Et démarre, dès maintenant, votre nouvelle soirée. Horrifiques histoires. Et ce soir, dans Horrifique Histoire, et pour inaugurer cette nouvelle fresque proposée par ce cher Sir Mascox qui nous accompagne, je vais vous lire le modèle de Pickman, une nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft. Pourquoi je dis Howard alors qu'il n'y a sûrement pas de S ? Je n'en sais foutrement rien. H.P. Lovecraft. Et voilà, on s'en fout. Voilà, comme ça, pas d'erreur. Tranquille. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Bref, braves gens, bonne écoute. Ne croyez pas que je sois fou, Elliot. Nombre de gens ont des préjugés encore plus bizarres. Pourquoi ne pas vous moquer du grand-père d'Oliver, qui refuse de monter en auto ? Si je n'aime pas ce satané métro, ça me regarde. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés plus vite en taxi. Autrement, il nous aurait fallu remonter la colline à pied depuis Park Street. Je sais bien que je suis plus irritable que lorsque nous nous sommes vus l'an dernier. Mais il est inutile de discourir là-dessus. Il y a de nombreuses raisons à cela, Dieu le sait. Et j'ai l'impression que j'ai bien de la chance de n'être pas fou. Pourquoi voulez-vous m'appliquer le 3e degré ? Vous n'aviez pas besoin de poser tant de questions. Bon. Eh bien, si vous voulez savoir, après tout, pourquoi pas ? Peut-être est-ce nécessaire d'ailleurs, puisque vous n'avez cessé de m'écrire comme un père chagriné depuis que je me suis mis à ne plus fréquenter l'Art Club, à éviter Pickman. Maintenant qu'il a disparu, il m'arrive de retourner au club. Mais je n'ai plus les nerfs aussi solides. Non, je ne sais pas ce qu'est devenu Pickman, et je n'ai nulle envie d'y songer. Vous avez peut-être cru que j'avais des renseignements particuliers quand j'ai cessé de le voir, et que c'est pour cela que je ne veux pas penser à l'endroit où il est allé. Que la police trouve ce qu'elle pourra,
Et ce ne sera pas grand-chose si l'on en juge par le fait qu'elle ignore tout de la vieille maison de North End qu'il avait louée sous le nom de Peters. Je ne suis d'ailleurs pas sûr de pouvoir la retrouver. Et je ne sais pas si j'essaierai, même en plein jour. Ah, oui, je sais bien. Ou plutôt, j'ai peur de savoir pourquoi il l'a gardée. Nous allons y venir. Je crois qu'avant que j'aie terminé, vous aurez compris pourquoi je n'en parle pas à la police. Elle me demanderait de l'y conduire. Mais je ne pourrais pas y retourner, même si je connaissais le chemin. Il y avait là quelque chose. Maintenant, je ne peux plus prendre le métro, ni même... Moquez-vous de moi si vous voulez. Ni même descendre dans une cave. Vous ne vous figurez tout de même pas, j'imagine, que j'ai rompu avec Pickman pour les mêmes raisons stupides que le Dr Reed ou Joe Minot ou Rossworth. Ils sont craintifs comme des vieilles filles. L'air morbide ne me choque pas. Et lorsqu'un homme a le génie de Pickman, je trouve que c'est un honneur de le connaître, quelle que soit la tendance de son art. Boston n'a jamais eu de plus grand peintre que Richard Upton Pickman. Je l'ai dit tout de suite, je le dis encore. Et je ne suis jamais revenu sur mon jugement, même lorsqu'il eut exposé son repas du vampire. Vous vous rappelez que c'est à cette occasion que Minot a rompu avec lui. Voyez-vous, il faut beaucoup d'art et beaucoup de compréhension de la nature pour faire des trucs comme ceux de Pickman. Le premier barbouilleur de magazine venu peut flanquer de la peinture au hasard, comme un sauvage, et appeler ça cauchemar, ou sabbat de sorcière, ou portrait du diable. Mais seul un grand peintre peut faire quelque chose d'effrayant et qui ait l'air vrai. C'est que seul un véritable artiste connaît vraiment l'anatomie du terrible ou la physiologie de la peur. Le genre précis de proportions et de traits en rapport avec des instincts latents ou des souvenirs de terreur venus du fond des âges. Ou encore les contrastes de couleurs et de lumière indispensables pour ranimer le sens de l'étrange quand il est endormi. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi un Fuseli vous donne vraiment le frisson, alors que les illustrations d'une méchante histoire de fantôme vous font simplement rire. Un homme comme ça est capable de saisir quelque chose au-delà de la vie et de nous le faire sentir l'espace d'une seconde. Doré avait ce don-là. Sim, là,
Angarola de Chicago, là. Et Pickman l'a eu, comme nul avant lui ne l'a jamais eu, et comme le ciel m'entende, nul ne l'aura jamais plus. Ne me demandez pas ce qu'il voit. Vous savez, dans l'art en général, il y a toute la différence possible entre les choses vivantes faites d'après nature ou d'après un modèle, et la camelote qu'un fretin de marchand bâcle dans un atelier vide. Eh bien, je dirais qu'un vrai peintre maudit possède une sorte de vision qui transforme ses modèles ou qui fait surgir du monde spectral dans lequel il vit quelque chose d'équivalent à un décor véritable. En tout cas, il réussit à produire des résultats qui diffèrent des rêves à bon marché du simulateur, comme les œuvres du peintre d'après nature diffèrent des élucubrations de celui qui a appris le dessin par correspondance. Si jamais j'avais vu ce qu'a vu Pickman. Mais non, tenez, buvons avant d'approfondir. Ah, Seigneur, je ne serais plus en vie si j'avais vu ce qu'a vu cet homme. Si c'était un homme. Vous vous rappelez que Pickman excellait à peindre les visages. Je crois bien que, depuis Goya, personne n'a si bien réussi à faire entrer l'enfer dans l'ensemble des traits ou l'expression d'un visage. Et avant Goya, il faut remonter aux sculpteurs du Moyen-Âge qui ont fait les gargouilles de Notre-Dame et du Mont-Saint-Michel. Ils croyaient à toutes sortes de choses. Et peut-être les voyaient-ils aussi. Car le Moyen-Âge a connu d'étranges moments. Je me rappelle qu'un jour, l'année qui a précédé votre départ, vous avez demandé à Pickman où diable il avait pris de pareilles idées et de pareilles visions. Il vous a répondu par un rire désagréable, n'est-ce pas? C'est un peu à cause de ce rire que Reed a rompu. Reed, vous comprenez, venait de se lancer dans la pathologie comparée. Il était plein de suffisance. Il avait ses idées sur la signification biologique et évolutionniste de tel ou tel symptôme physique ou mental. Il disait que Pickman le dégoûtait de plus en plus chaque jour et finissait même par l'effrayer, que ses traits et son expression évoluaient peu à peu d'une manière qui ne lui plaisait guère, d'une manière qui n'avait rien d'humain.
Il parlait de traitement et déclarait que Pickman devait être anormal et excentrique au dernier degré. Je suppose que vous avez dit à Reed, si vous avez parlé de cela dans vos lettres, que les tableaux de Pickman avaient agi sur ses nerfs et son imagination. Je me rappelle le lui avoir dit moi-même, à ce moment-là. Mais la raison de ma rupture avec Pickman n'est pas là. Ne l'oubliez pas. Au contraire, mon admiration pour lui ne fit que croître. Car ce repas du vampire était une réussite prodigieuse. Comme vous savez, le club ne voulait pas l'exposer et le musée des Beaux-Arts refusait d'accepter ce don. Et je puis ajouter que personne ne voulait l'acheter. Aussi, Pickman le garda-t-il chez lui, jusqu'à son départ. Maintenant, il est dans la maison de son père, à Salem. Vous savez que Pickman appartient à une vieille famille de Salem, et que, parmi ses ancêtres, il y a eu une sorcière pendue en 1692. Je pris l'habitude de rendre souvent visite à Pickman. Surtout lorsque j'eus commencé à prendre des notes en vue d'une monographie consacrée à l'art morbide. C'est sans doute son œuvre qui m'en donna l'idée. En tout cas, je trouvais auprès de lui une foule de documents et de suggestions quand j'entrepris de développer mon étude. Il me montra tous les tableaux qu'il avait chez lui, y compris quelques esquisses à la plume qui, j'en suis sûr, l'auraient fait chasser du club si certains de ses membres les avaient vus. Je ne tardais pas à devenir l'un de ses fervents admirateurs. Et je passais des heures à l'écouter, comme un écolier. L'écouter émettre des théories artistiques et des spéculations philosophiques assez folles pour le mener à l'asile de Denver. Mon admiration, jointe au fait qu'un nombre croissant de gens lui tournaient le dos, l'incita à se confier beaucoup à moi. Un soir, il insinua que si je savais tenir ma langue, et si je n'étais pas trop timoré, il me montrerait quelque chose d'assez inhabituel, quelque chose d'un peu plus fort que tout ce qu'il avait chez lui. Vous comprenez, me dit-il. Il y a des choses qui ne conviennent pas à Newbury Street, qui sont déplacées, qui ne peuvent même pas y être conçues d'ailleurs. C'est mon métier de saisir les harmoniques de l'âme. Et vous ne les trouverez pas dans ce quartier de parvenus, dans ces rues
construite sur de la terre artificielle. Back Bay n'est pas Boston. Ce n'est rien du tout encore. Cet endroit n'a pas eu le temps de rassembler des souvenirs ou d'attirer les esprits. Si jamais il y a des fantômes ici, ce sont les fantômes domestiqués d'un marécage salé et d'une petite baie. Mais moi, ce que je veux, ce sont des fantômes humains, des fantômes d'êtres suffisamment organisés pour s'être penchés sur l'enfer et avoir compris le sens de ce qu'ils ont vu. Le seul endroit habitable pour un artiste, c'est North End. Un esthète qui serait sincère s'accommoderait des taudis pour l'amour des traditions populaires. Par Dieu, mon cher, est-ce que vous ne voyez pas que ces endroits-là n'ont pas été simplement faits, qu'en réalité, ils ont poussé? Des générations y ont vécu l'une après l'autre et y sont mortes. Et cela à une époque où les gens ne craignaient pas de vivre, de s'émouvoir et de mourir. Savez-vous qu'il y avait un moulin à Copp's Hill en 1632 et que la moitié des rues actuelles furent percées en 1650? Je puis vous montrer des maisons qui se dressent là depuis 2 siècles et demi, et ce qu'elles ont vu ferait tomber en poussière une maison moderne. Qu'est-ce que nos contemporains savent de la vie et des forces qu'elle recèle? Vous dites que l'aventure des sorcières de Salem fut une chimère. Mais je gage que ma trisaïeule aurait pu vous raconter pas mal de choses. On l'a pendue à Gallows Hill, sous le regard hypocrite de Cotton Mather. Mather, le diable l'emporte, craignait que quelqu'un ne réussît à se libérer de cette époque maudite et monotone. Je voudrais qu'on lui eût jeté un sort, ou qu'on vienne lui sucer le sang la nuit. Bonsoir à toutes celles et ceux qui arrivent maintenant. Bonsoir Chaloux, bonsoir Farki, bonsoir à vous. Je peux vous montrer une maison qu'il a habitée, et une autre où il craignait d'entrer en dépit de l'audace qu'il affectait en paroles. Il savait des choses qu'il n'a pas osé mettre dans son stupide Magnolia ou dans ses merveilles du monde invisible, œuvre puérile s'il en fut. Dites-moi, savez-vous que l'ensemble de North End comprenait tout un réseau de souterrains faisant communiquer certaines maisons les unes avec les autres et avec le cimetière et la mer? On pouvait bien poursuivre les gens et les persécuter. Il se passait chaque jour des choses hors de la portée des juges. Et la nuit, on entendait des rires impossibles à situer. Voyons, mon cher. Sur 10 maisons bâties avant 1700, et encore intactes, sans qu'on ait rien enlevé, je parie que dans 8, je peux vous montrer dans la cave quelque chose de bizarre.
Il ne se passe guère de mois qu'on apprenne par les journaux que des ouvriers ont trouvé des portes murées, des puits sans issue dans telle ou telle maison en cours de démolition. L'an dernier, en passant dans le métro aérien, on en voyait une, près de Henchman Street. Il y avait là des sorcières. Et ce que leur formule suscitait, des pirates avec leurs butins, des contrebandiers et des corsaires. Et, je vous le dis, les gens savaient vivre et reculer les limites de la vie autrefois. Ce monde-ci n'était pas le seul qui s'offrait à un homme audacieux et avisé. Ouais. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, avec des cerveaux assez pâles pour qu'un club de soi-disant artistes tombe en transe si un tableau va au-delà de ce que peut supporter une femmelette de Bacon Street. La seule chose qui rachète notre époque est qu'elle est fichtrement trop stupide pour fouiller de près dans le passé. Qu'est-ce que les archives, les plans et les guides vous disent de North End ? À première vue, je vous garantis que je puis vous mener dans une quarantaine de petites rues et autant de lacis de petites ruelles dont moins de 10 personnes vivantes connaissent l'existence, à part les étrangers qui y grouillent. Et qu'est-ce que ces métèques en savent ? Non, Thurber. Toutes ces vieilles demeures font des rêves somptueux. Elles regorgent de merveilles, d'horreurs et de miracles hors du commun. Pourtant, il n'y a pas une âme vivante pour les comprendre ou en tirer profit. Ou plutôt si, il y en a une seule. Car moi, je n'ai pas été fouillé dans le passé pour rien. Ces sortes de choses vous intéressent, n'est-ce pas ? Et si je vous disais que j'ai là-bas un autre atelier, où je puis saisir l'esprit nocturne de cette horreur antique et peindre des choses auxquelles je ne pourrais même pas penser à Newbury Street. Bien entendu, je n'en ai jamais parlé à ces vieux fous du club. Reed, maudit soit-il, va déjà chuchoter partout que je suis une espèce de monstre, que je retourne à toute allure à l'état animal. Oui, Thurber. Il y a longtemps que je pense qu'il faut peindre la terreur d'après nature, comme la beauté. C'est pourquoi je me suis livré à quelques explorations dans des lieux où j'avais des raisons de croire qu'elle demeurait. La terreur.
ma maison. Je ne crois pas que 3 hommes d'ici l'aient vue. Ce n'est pas tellement loin du métro, en fait. Mais c'est à des siècles de distance par l'esprit. Je l'ai choisi à cause de sa cave, où l'on voit un curieux puits de briques, comme ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est à demi en ruine, ce qui fait que personne d'autre ne voudrait y habiter. Et je détesterais vous avouer le prix ridicule que je paye. Les fenêtres sont obturées, mais elles ne m'en plaisent que davantage, puisque je n'ai pas besoin de lumière du jour pour ce que je fais. Je peins dans la cave quand l'inspiration est très forte, mais j'ai d'autres pièces meublées au rez-de-chaussée. Le propriétaire est un Sicilien, et je la lui loue sous le nom de Peters. Voyons, si vous vous sentez de force, je vais vous y emmener ce soir. Je crois que les tableaux vous plairont, car, comme je vous l'ai dit, je me suis laissé aller. Ce n'est pas une grande expédition. J'y vais parfois à pied, car je ne veux pas attirer l'attention en arrivant en taxi dans un pareil endroit. Nous pouvons prendre le métro aérien à South Station, descendre à Battery Street, et de là, nous n'en aurons pas pour longtemps à pied. Eh bien, Elliot, après ce discours, tout ce que j'ai pu faire, ça a été de m'empêcher de courir pour attraper le premier taxi que nous avons pu trouver. À South Station, nous l'avons quitté pour prendre le métro, et vers minuit, nous descendions l'escalier de Battery Street, et nous débouchions sur les vieux quais au-delà de Constitution Wharf. Je ne me rappelle plus les rues qui se croisaient. Je ne puis vous dire laquelle nous avons prise. Je sais seulement que ce n'était pas Greenough Lane. Enfin, nous avons obliqué pour remonter une rue déserte, la plus sale et la plus vieille que j'ai vue de ma vie, où l'on devinait des pignons menaçant ruine, des fenêtres brisées à petits carreaux, et d'antiques cheminées à moitié démolies qui se découpaient sur le ciel éclairé par la lune. Je ne crois pas qu'il y eût là 3 maisons ne datant pas de l'époque de Cotton Mather. Je suis certain d'en avoir aperçu au moins 2 avec un étage en saillie, et je crus voir un moment la silhouette d'un toit pointu, d'un type presque oublié. Pourtant, d'après les antiquaires, il n'en reste plus à Boston. De cette petite rue, où il y avait tout de même un peu de lumière, nous avons tourné à gauche dans une rue encore plus étroite et tout aussi silencieuse, mais complètement obscure.
Un moment, je crois que nous avons tourné vers la droite en décrivant un angle obtus. Peu de temps après, Pickman tira une lampe de poche et éclaira une porte sans âge, à 10 panneaux, affreusement vermoulus. Il l'ouvrit et me fit entrer dans un vestibule abandonné, orné de lambris de chêne sombre, jadis magnifiques dans leur simplicité, et qui évoquaient l'époque d'Andros, de Phipps et de la sorcellerie. Puis, il me fit passer par une porte à gauche, alluma une lampe à pétrole et me dit de me mettre à l'aise. Je dois dire, Elliot, que je suis à peu près ce que l'homme de la rue appellerait un dur. Mais je vous avouerai que ce que je vis sur les murs de cette pièce me fit un drôle d'effet. C'étaient des toiles de lui, vous comprenez, celles qu'il ne pouvait ni peindre, ni même montrer à Newbury Street. Et il avait bien raison de dire qu'il s'était laissé aller. Allons, encore un verre. Moi, il m'en faut un en tout cas. Il est inutile que j'essaye de vous dire à quoi ressemblaient ces tableaux. L'impression d'horreur et de sacrilège. L'aversion affreuse et inconcevable. Et la répulsion morale qu'il provoquait venait de simples touches que les mots sont incapables de préciser. Il n'y avait rien là de la technique exotique d'un Sidney Sim. Rien des paysages transsaturniens et des champignons lumonaires qu'utilise Clark Ashton Smith pour glacer le sang. Les fonds étaient surtout des vieux cimetières, des forêts profondes, des falaises près de la mer, des tunnels de briques, d'antiques salles lambrissées ou de simples voûtes de maçonnerie. Le cimetière de Copp's Hill, qui n'était certainement pas très éloigné de la maison, était l'un des thèmes familiers. La folie et la monstruosité résidaient dans les personnages situés au premier plan. Car l'art morbide de Pickman était avant tout celui d'un portraitiste démoniaque. Ces personnages étaient rarement tout à fait humains, mais l'écart présentait différents degrés.
Souvent, ils étaient proches de l'humanité. La plupart des corps, grossièrement bipèdes, étaient légèrement penchés en avant et ils avaient une physionomie vaguement canine. La plupart semblaient faits d'une espèce de caoutchouc. Ah, je les vois encore. Que faisaient-ils ? Ne me demandez pas d'être trop précis. En général, ils mangeaient. Et je ne vous dirai pas quoi. Ils étaient parfois représentés en groupe, dans un cimetière ou un souterrain, et souvent semblaient se disputer ce qu'ils avaient volé ou trouvé. Et quelle expression infernale, Pickman, donnée aux êtres qui se partageaient ces charognes. Parfois, on les voyait sauter la nuit par une fenêtre, ou encore accroupis sur la poitrine de dormeurs, les prenant à la gorge. L'une des toiles les montrait attroupés en cercle, hurlant devant le cadavre d'une sorcière qui se balançait à Gallows Hill, et dont le visage mort avait une forte ressemblance avec les leurs. Mais n'allez pas vous figurer que c'est l'horreur du thème et du décor qui m'acheva. Je ne suis pas un gosse de 3 ans, et déjà j'en avais vu d'autres. Non. C'était les visages. C'étaient les visages, Elliot. Ces visages maudits qui semblaient se moquer du spectateur, comme s'ils eussent été vivants. Par Dieu, mon cher, je crois en vérité qu'ils l'étaient. Les tableaux de cet immonde sorcier avaient réveillé les flammes de l'enfer, et son pinceau, telle la baguette d'une fée Carabosse, avait suscité des créatures de cauchemar. Donnez-moi cette bouteille, Elliot. L'une des toiles s'appelait La Leçon. Que le ciel me pardonne de l'avoir vue. Écoutez. Pouvez-vous imaginer ces innommables créatures, semblables à des chiens, assises en rond dans un cimetière et apprenant à un petit enfant à se nourrir comme elles ? Vous connaissez ce vieux mythe d'après lequel les fées laissaient leurs propres enfants dans les berceaux à la place des nouveau-nés dont elles s'emparent. Pickman montrait là ce qui arrive à ces enfants volés, comme ils sont élevés. Et c'est alors que j'ai pris conscience, peu à peu, d'une hideuse ressemblance entre les personnages humains et les autres. Par degrés, dans la morbidité, Pickman établissait un lien ironique entre les créatures carrément animales et l'être humain dégradé. Un lien d'évolution. Les créatures semblables à des chiens avaient une origine humaine. Je n'avais pas plutôt commencé à me demander ce qu'ils faisaient de leurs propres petits abandonnés chez les hommes
que j'aperçus un tableau qui répondait précisément à cette préoccupation. Il représentait un intérieur puritain. Assise dans une pièce aux poutres apparentes, éclairée par des fenêtres à petits carreaux, une famille écoutait le père lire un passage des Écritures. Tous les visages, sauf un, exprimaient la noblesse et le respect. Mais celui-là reflétait une moquerie infernale. C'était celui d'un homme jeune, apparemment fils de ce père profondément religieux. En réalité, un enfant des créatures immondes, laissé en échange d'un nouveau-né. Et comble d'ironie, Pickman avait donné à ce visage une ressemblance très nette avec le sien. À ce moment, Pickman avait allumé une lampe dans une pièce voisine. Et Courtois me tenait la porte ouverte, me demandant si je voulais voir ses études modernes. Je n'avais guère pu lui exprimer mon avis jusque-là. J'étais muet de peur et de dégoût. Mais je crois qu'il comprenait parfaitement et prenait cette attitude pour un compliment. Et maintenant, je veux encore vous assurer, Elliot, que je ne suis pas une poule mouillée qui pousse des cris devant ce qui sort de l'ordinaire. J'ai déjà un certain âge. Je suis blasé sur beaucoup de points, et il me semble que vous m'avez vu en France pour savoir que je ne suis pas facilement terrassé. Rappelez-vous aussi que je venais à peine de reprendre mon souffle, et que je commençais tout juste à m'habituer à ces horribles tableaux qui transformaient la Nouvelle-Angleterre de l'époque coloniale en une sorte d'annexe de l'enfer. Eh bien, la pièce suivante m'arracha de véritables cris et je dus m'accrocher à la porte pour ne pas m'effondrer. Dans la première pièce, ce que cette meute de vampires et de sorcières bouleversait, c'était le monde de nos ancêtres. Ici, l'horreur pénétrait au cœur de notre vie même. Par Dieu, on peut dire que cet homme savait peindre. Dans l'une de ses études, intitulée « Accident de métro », un troupeau de ces créatures ignobles, surgies de je ne sais quelle catacombe, avait pénétré par un trou dans la station de Bolliston Street et attaqué la foule sur le quai. Une autre toile mettait en scène un bal à Copp's Hill, au milieu des tombes, dans le décor actuel. Il y avait aussi un grand nombre de scènes situées dans des caves, où des monstres grimaçants se glissaient en rampant par des trous et des fissures de la maçonnerie.
et s'accroupissaient derrière des tonneaux ou des chaudières, attendant que leur première victime descendît l'escalier. Dans un autre tableau, particulièrement répugnant, on voyait Beacon Hill en coupe. Là, désarmés, de monstres méphitiques, grouillant comme des fourmis, se répandaient dans les trous du sol. On en voyait aussi danser dans les cimetières actuels. Mais voici ce qui me causa le plus grand choc. Dans une salle voûtée, des quantités énormes de ces bêtes se pressaient autour de l'une d'elles, qui tenait un guide connu de Boston, qu'elle était visiblement en train de lire tout haut. Toutes désignaient un certain passage, et tous les visages semblaient tellement convulsés d'un rire épileptique et sonore que je m'imaginais presque en entendre l'écho diabolique. Le tableau s'intitulait Holmes, Lowell et Longfellow sont enterrés au mont Auburn. Je me remis peu à peu et m'adaptais tant bien que mal à cette seconde pièce où régnait le satanisme et la morbidité. Je voulus examiner les raisons de mon dégoût. D'abord, me disais-je, si ces tableaux sont repoussants, c'est à cause du manque total d'humanité et de la cruauté endurcie qu'ils révèlent chez Pickman. Il faut être un ennemi juré de tout le genre humain pour prendre tant de plaisir à la torture de la chair et de l'esprit, à la dégradation de l'homme. D'autre part, la grandeur de cet art était terrifiante. Le talent du peintre était convaincant. En voyant les tableaux, on voyait les démons eux-mêmes et on avait peur. Et le curieux de l'histoire était que Pickman n'obtenait pas ses effets par des procédés. Il n'y avait rien de flou, de déformé, ni de stylisé. Les contours étaient précis, vivants, les détails presque laborieusement rendus. Et les visages. Les visages. Ces visages. Il ne s'agissait pas là d'une simple vision d'artiste. C'était l'enfer lui-même, vu par un œil rigoureusement objectif. C'était cela, par le ciel. Pickman n'était ni un fantaisiste, ni un romantique.
Il n'essayait même pas de rendre l'aspect éphémère, bouillonnant et prismatique des rêves. Non. Froidement. Sardoniquement. Il peignait un monde d'horreur stable, mécanique et organisé, qu'il voyait pleinement, brillamment, objectivement et sans défaillance. Dieu sait ce qu'a pu être ce monde, et en quel lieu Pickman avait bien pu apercevoir ces formes impies qui bondissaient, rampaient ou grouillaient. Mais quelle qu'eût été la source de son inspiration, une chose en tout cas était sûre. Pickman était, dans tous les sens du terme, par la conception et l'exécution, un réaliste. Un réaliste total, laborieux, presque scientifique. Mon hôte me menait maintenant à la cave, dans ce qui constituait son véritable atelier, et je me raidis dans l'attente des nouvelles émotions que me promettaient les toiles inachevées. En arrivant au bas de l'escalier humide, il dirigea les rayons de sa lampe de poche vers un coin du vaste espace qui s'ouvrait à côté de nous, révélant la margelle d'un vaste puits creusé dans le sol de terre battue. En m'approchant, je constatais qu'il avait environ 5 pieds de diamètre, des murs d'un bon pied d'épaisseur, et qu'il dépassait le niveau du sol de 6 pouces. Tout cela, bien solide, était un travail du XVIIe siècle, où je me trompais fort. C'était de cela, me dit Pickman, qu'il m'avait longuement parlé. Le puits était une des entrées de ce réseau de tunnels qui creusait la colline. Je remarquai en passant qu'il n'était pas muré et qu'un lourd disque de bois le recouvrait. Pensant à tout ce qu'on pouvait associer à ce puits, si toutes les allusions de Pickman n'étaient pas simple rhétorique, je frissonnais légèrement. À sa suite, je tournai, montai une marche, franchis une porte étroite et me trouvai dans une pièce d'assez belle dimension, garnie d'un plancher et meublée comme un atelier. Une lampe à acétylène l'éclairait suffisamment. Les tableaux inachevés reposaient sur des chevalets ou s'entassaient contre les murs. Aussi abominables que ceux du rez-de-chaussée, ils illustraient la méthode scrupuleuse de l'artiste. Certaines scènes était ébauché avec un son extrême et des traits au crayon révélaient la minutie de Pickman dans la recherche de la perspective et des proportions. C'était vraiment un grand peintre. Je continue à le proclamer, même sachant tout ce que je sais. Je remarquais sur une table un appareil photographique assez important. Pickman me dit qu'il s'en servait pour prendre des fonds
et pouvoir peindre en atelier au lieu de se déplacer avec tout son attirail pour reproduire telle ou telle vue de la ville. Il estimait qu'une photo était aussi bonne pour un travail soutenu qu'un décor ou un modèle réel. Et il y avait régulièrement recours. Il y avait quelque chose de troublant dans ces immondes esquisses et les monstruosités inachevées qui me lorgnaient de tous les coins de la pièce. Quand Pickman, brusquement, dévoila une immense toile, demeurée dans un coin obscur, je ne pus, pour un empire, m'empêcher de pousser un hurlement, le second de la soirée. Il fut renvoyé par l'écho, répercuté sur les voûtes de cette cave antique, et je dus lutter contre la réaction qui allait se traduire par un accès de rire inextinguible. Dieu miséricordieux, Elliot, je ne sais ce qui était réel et ce qui n'était qu'imagination fébrile. Il ne me semble pas que la Terre puisse contenir un pareil rêve. C'était un blasphème colossal et sans nom, aux yeux rouges et fulgurants, qui tenait dans ses griffes osseuses une chose qui avait été un homme et lui rongeait la tête comme un enfant ronge un sucre d'orge. Il avait l'air accroupi, et on avait l'impression qu'il allait, d'un instant à l'autre, lâcher sa proie et se mettre en quête d'un morceau plus savoureux. Mais, de par tous les diables, ce n'est pas tellement le thème du tableau qui le rendait si effroyable. Non. Ce n'était pas cela, ni la face de chien, avec ses oreilles pointues, ses yeux injectés de sang, son nez aplati et ses lèvres bavantes. Ce n'était pas non plus les griffes squameuses, ni le corps pétri de moisissures, ni les pieds à moitié fourchus, rien de tout cela. Bien que n'importe lequel de ces détails eût été suffisant pour conduire à la folie un homme impressionnable. C'était la technique, Elliot. Cette technique maudite, impie contre nature. Aussi vrai que je vis, nulle part ailleurs, je n'ai vu le souffle de la vie si intimement mêlé à la toile. Le monstre était là, dévorant, et ses yeux lançaient des éclairs. Et je savais que seule une interruption des lois de la nature permettait à un homme de peindre pareille chose sans un modèle, sans quelques coups d'œil sur le monde d'en bas que nul mortel, à moins d'être vendu au malin, n'a jamais vu. Un morceau de papier roulé était fixé au tableau par une punaise. Une photo, sans doute, d'après laquelle Pickman s'apprêtait à peindre un fond aussi hideux que la créature de cauchemar qu'il devait rehausser. J'allais le prendre pour le regarder, quand tout à coup, je vis Pickman sursauter comme s'il avait reçu un coup de feu. Depuis que mon hurlement avait éveillé dans la cave obscure des échos inhabituels, il écoutait avec une intensité particulière. Maintenant, il semblait frappé d'une crainte qui, sans être comparable à la mienne, avait un caractère plus physique que spirituel.
Il tira son revolver et me fit signe de me taire. Puis il sortit de la pièce, en fermant la porte derrière lui. Je crois que je demeurai un instant comme paralysé. Prêtant l'oreille, il me sembla entendre, quelque part, une faible galopade. Toute une série de cris aigus et de coups sourds dans une direction que je n'arrivais pas à localiser. Je frémis à l'idée qu'il devait s'agir d'énormes rats. Puis, un bruit assourdi me parvint, qui me donna la chair de poule. C'était un claquement rapide et hésitant que les mots sont impuissants à décrire. On aurait dit un morceau de bois très lourd retombant sur de la brique ou de la pierre. Du bois sur de la pierre. À quoi donc cela me faisait-il penser ? Le bruit reprit de plus belle. Je perçus une vibration, comme si le bois était tombé de plus haut que la première fois. Puis un grincement, suivi d'un cri inarticulé, poussé par Pickman. Et enfin, la décharge assourdissante de 6 balles de revolver. Un dompteur aurait ainsi tiré en l'air pour effrayer ces lions. J'entendis encore un gémissement, un cri rauque, un bruit sourd. Et de nouveau, le bruit du bois retombant sur la brique. Enfin, la porte s'ouvrit, et j'avoue qu'à ce moment, je tressaillis violemment. Pickman reparut, son arme fumant à la main, maudissant les rats énormes qui infestaient le vieux puits. Le diable sait ce qu'il mange, Thurber, dit-il avec une grimace. Car ces souterrains touchent au cimetière, aux antres des sorcières et à la mer. Mais, quelle que soit leur nourriture, ils ont dû se trouver à court, car ils étaient terriblement désireux de sortir. Votre cri les a agités, je crois. Il vaut mieux prendre des précautions dans ces vieilles demeures. Nos amis les rongeurs en sont le seul inconvénient, et pourtant il m'arrive de penser qu'ils en sont, au contraire, le seul élément positif pour ce qui est de l'atmosphère et de la couleur locale. Eh bien, Elliot, c'est ainsi que se termina cette aventure nocturne.
Pickman m'avait promis de me montrer son refuge, et il avait tenu parole. Dieu seul sait pourquoi. Il me fit sortir de cet enchevêtrement de petites nielles par un autre chemin, semble-t-il. Car lorsque nous aperçûmes un réverbère, nous nous trouvions dans une rue presque familière, avec ses rangées monotones d'immeubles de location et de vieilles maisons. C'était Charter Street. Mais sur le moment, j'étais trop ému pour m'en rendre compte. Il était trop tard pour reprendre le métro. Nous revînmes à pied par Hanover Street. Je me rappelle bien ce retour. Nous tournâmes de Tremont Street dans Beacon Street, et Pickman me laissa au coin de Joy Street, d'où je rentrais chez moi. Ce fut la dernière fois que je lui parlais. Pourquoi j'ai rompu avec lui ? Un peu de patience. Attendez que j'ai sonné pour le café. Nous avons pas mal bu déjà, mais moi en tout cas, j'ai besoin de me soutenir. Non, ce n'est pas à cause des tableaux que j'ai vus là-bas. Et pourtant, je vous jure qu'il suffisait à l'empêcher d'être reçu dans les 9/10 des maisons et des clubs de Boston. Et je suppose que vous ne vous étonnerez plus de me voir fuir le métro et les caves. C'est à cause de quelque chose que je trouvais dans ma poche le lendemain matin. Vous savez, ce rouleau de papier épinglé au tableau monstrueux de la cave. Ce que je croyais être la photo d'un décor quelconque que Pickman voulait utiliser comme fond de tableau pour le monstre. Mon dernier motif de terreur était survenu au moment où j'allais le dérouler. Et sans doute l'avais-je inconsciemment froissé et glissé dans ma poche. Mais voici le café. Prenez le noir, Elliot, si vous m'en croyez. Oui, c'est à cause de ce bout de papier que j'ai rompu avec Pickman. Richard Upton Pickman, le plus grand artiste que j'ai jamais connu, et l'être le plus vil qui ait jamais franchi les limites de la vie pour plonger dans les abîmes de la folie et du mythe. Elliot, le vieux Reed avait raison. Pickman n'était pas vraiment humain. Ou bien il était né dans un étrange royaume d'ombre. Ou bien il avait trouvé moyen de franchir la porte interdite. Cela revient au même maintenant, puisqu'il est parti. Retourné dans l'obscurité fabuleuse qui l'aimait hanter. Là, laissons s'éteindre le lustre. Ne me demandez pas de vous expliquer, ou même d'émettre une théorie sur ce papier que j'ai brûlé. Ne me demandez pas non plus ce que cachait en réalité ce grouillement de taupe que Pickman semblait si désireux d'attribuer à des rats. Il y a des secrets, voyez-vous, qui nous viennent peut-être de l'époque des sorcières de Salem. Et Cotton Mather fait allusion à des choses plus étranges encore. Vous savez à quel point les tableaux de Pickman paraissaient ressemblants. Tout le monde se demandait où il allait chercher de pareils visages.
Eh bien, le rouleau de papier n'était pas la photo d'un paysage. Finalement, il représentait le monstre que Pickman était en train de peindre sur cette toile affreuse. C'était le modèle dont il se servait. Et le fond était tout simplement le mur de la cave atelier. Mais par Dieu, Elliot, cette photo avait été faite d'après nature. Et voilà la fin du modèle de Pickman. Braves gens. Son modèle qui était une grosse goule. Wow. Et merci beaucoup Vargui pour le sub. Et merci à toutes et tous. T'inquiète pas Maury, j'ai le compteur de pub en permanence sous les yeux. Mais je confirme. Et merci à toutes et tous pour les claps, pour tout ça, ça fait plaisir. Ah, et le beau dessin qui inaugure la fresque Lovecraftienne de Mascox. Oui. M'en fous, je laisse la musique jusqu'au bout, je profite. Et voilà pour cette nouvelle.